Je déclare la réunion du 27 juin ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser Anne Tans, qui, vous le voyez, n'est pas présente aujourd'hui. Elle est retenue à Chaudfontaine. Madame la gouverneure faisant fonction. Autrement, au niveau des groupes, Rafik. Madame Lacombe est absente. Madame Lacombe, Julien. Madame Samedi et Madame Devaros sont absentes. Et Madame François arrive depuis quelques minutes. Ok, Serge. Ok, Virginie. Ok, Luc. Je vous remercie. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour, comprenant les questions d'actualité. Je vous informe que notre séance initialement prévue le jeudi 11 juillet est a priori annulée. Donc nous serons en congé après ce conseil. Enfin, je vous rappelle qu'au terme de cette séance publique se tiendra une séance à huis clos qui portera sur 8 dossiers. Point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 6 juin 2024. Je donne la parole à Monsieur le Premier secrétaire pour la lecture de ce résumé. Merci Monsieur le Président. Donc notre dernière séance a eu lieu le 6 juin 2024. Elle était présidée par vous-même, Monsieur le Président, assisté de Madame Anne Tans de Bruges et de moi-même. La séance était ouverte à 16h40. 48 membres y assistent. Madame le gouverneur faisant fonction et Monsieur le directeur général provincial assistent à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Moi-même, je donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 16 mai 2024. L'Assemblée entend les réponses du Collège provincial aux questions d'actualité, repris sous les documents 23-24 par A16 à A20. L'Assemblée adopte à l'unanimité les documents 23-24/262 à 277 et les documents 23-24/279 à 293. L'Assemblée adopte aussi les documents 23-24/278 et les documents 23-24/294 à 309. Le procès-verbal de la réunion du 16 mai est approuvé. La séance publique est levée à 17h50. Merci, Monsieur le Premier secrétaire. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Point 2 de l'ordre du jour actualisé, éloge funèbre de Monsieur Jean Franchioli, ancien conseiller provincial, et de Madame Chantal Neven-Jacob, conseillère provinciale. Je vais vous demander peut-être de vous lever. Mesdames et Messieurs les députés provinciaux, Monsieur le directeur général provincial, chers collègues, il est de mon devoir d'évoquer aujourd'hui la mémoire de Jean Franchioli, ancien conseiller provincial, et de notre collègue et amie Chantal Neven-Jacob. Né le 7 août 1947, Jean Franchioli nous a quittés le 1er juin dernier à l'âge de 76 ans. En tant que représentant du PSC pour le district de Visé, Jean Franchioli nous a été notre collègue de 1989 à 1991, pour une petite année et demie, lorsqu'il a remplacé Pierrette-André Craet, devenue sénatrice. Il s'est également montré très engagé dans la politique de sa commune d'Oupey, où il a servi comme conseiller de l'action sociale de 1983-1989, puis comme conseiller communal de 1989 à 2011. Tous ceux qui ont eu la chance de le connaître se souviennent de Jean comme d'une personne joviale et toujours de bonne compagnie. Chantal Neven-Jacob nous a quittés ce dimanche 23 juin à l'âge de 67 ans. Élue sur la liste maire du district de Verviers, Chantal a rejoint notre Assemblée à l'issue des élections d'octobre 2018. Dès son arrivée, elle s'est distinguée par son engagement sans faille et son travail acharné au sein des premières et troisième commissions. Présente à chaque réunion, Chantal était une personne d'une rigueur exemplaire, toujours prête à mettre la main à la pâte. Elle acceptait avec enthousiasme de rédiger des rapports, témoignant ainsi de son sérieux et de son sens des responsabilités. Enseignante de langue germanique et de formation, elle dispensait des cours d'anglais aux adultes. C'était une excellente pédagogue et elle était très investie dans son travail. Mais l'implication de Chantal ne s'arrêtait pas aux portes de notre Assemblée. Depuis plusieurs années, elle était également engagée au sein du Conseil de l'action sociale de sa ville de Visé. Elle était également membre active de l'association Sœurs Optimistes International Club de Visé, organisation mondiale
non gouvernementales de femmes actives qui ont pour but l'émancipation des femmes et des filles par l'éducation et l'autonomisation. En dehors de ses fonctions politiques et professionnelles, elle était également très active dans le domaine du sport. Présidente du tennis club Bellefleur à Cherat, elle a fait preuve d'un dévouement sans limite et d'une énergie débordante. Le club lui a d'ailleurs rendu hommage et l'a remercié pour toutes ces années de service et son engagement, lesquels ont contribué au rayonnement et au succès de ce centre sportif. Chantal était de plus une femme extrêmement gentille, toujours attentive aux autres, dotée de qualités d'écoute, d'empathie et faisant preuve de compassion. Elle a illuminé avec son sourire notre assemblée et a réchauffé les cœurs de tous ceux qui ont eu la grande chance de la côtoyer. Aujourd'hui, nous avons perdu non seulement une collègue précieuse, mais aussi une amie chère. Son absence laisse un vide immense et son souvenir restera gravé dans nos mémoires et continuera de nous inspirer dans notre travail quotidien. En ces moments douloureux, nos pensées vont à son mari Marcel et à sa famille ainsi qu'à ses proches. Puisse-t-il trouver un peu de réconfort dans l'amour et l'admiration que nous portions tous à Chantal. Au nom de notre Assemblée, j'ai adressé un message de sympathie et de condoléances aux membres de leurs familles respectives. Je vous demande de vous recueillir quelques instants en la mémoire de nos regrettés collègues. Je vous remercie. Point 3 de l'ordre du jour actualisé, questions d'actualité. L'ordre du jour des questions d'actualité comporte 3 points. Le document A21, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative au service Horeca au B3. Question A22, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif à la subsidiation Feel Good Festival. Document A23, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif à la mise en place d'un plan diversité, égalité, inclusion. Je me permets de vous rappeler que conformément à notre ROI, après développement de la question par son auteur, un membre par groupe politique peut intervenir sur la question pendant 2 minutes maximum par intervenant. Le député concerné prend ensuite la parole pour la réponse. À l'issue de la réponse, l'auteur ou le co-auteur peut exprimer sa réaction pendant une durée n'excédant pas 2 minutes. Les 2 premières questions, A21 et A22, je donne la parole à M. Marc Mainry. Oui. Je pense que c'est le même député qui va répondre aux 3 questions, donc il fera une réponse pour les 3 questions. Parfait. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Tout le monde, et même l'opposition, c'est dire, s'accorde à dire que la fréquentation du B3 est un succès. Et d'ailleurs, j'en profite pour souhaiter un bon premier anniversaire à notre installation provinciale. Alors, je vais la faire un peu plus courte que dans la question écrite, mais la cafétéria qui est au B3, le gestionnaire a remis un renom pour cette cafétéria. On a découvert ça dans les PV du collège. Et donc, le collège, bien sagement, a décidé de lancer un appel public à manifestation d'intérêt, appel dans lequel le collège a décidé d'ouvrir également à des entreprises de formation par le travail, EFT, donc quelque chose qu'on apprécie et qu'on souligne. Mais n'empêche, ça pose question. Pourquoi? Cette situation qui voit un commerce Horeca déposer un renom alors que le contexte lui semble très favorable, un B3 qui est extrêmement fréquenté, nous interpelle. Notre question est la suivante. Quelles sont les raisons invoquées par le commerçant afin d'abandonner son activité au B3? Les services provinciaux ont-ils la même analyse dans leur rapport? Et comment trouver un repreneur crédible qui assurera une activité Eureka pérenne et conforme aux attentes provinciales au sein des installations du B3? Voilà, ça c'est pour notre première question, Monsieur le député. La deuxième, elle concerne l'annulation du Feel Good Festival. Alors, lors de notre dernière réunion du Conseil provincial, nous avons voté la subsidiation du Feel Good Festival 2024 à hauteur de 15 000 €. Récemment, les organisateurs, en raison des mauvaises conditions météorologiques de ces dernières semaines, ont décidé d'annuler purement et simplement le festival. Les organisateurs ont par la même occasion également décidé, et c'est ça quand même qui fait l'objet du débat, qui fait polémique, de ne pas offrir une possibilité de remboursement aux festivaliers.
Ma question est la suivante. Le collège, en tant que pouvoir subsidiant, peut-il intervenir auprès des organisateurs afin de trouver une solution pour les nombreux festivaliers se sentant floués? Solution qui inclurait la possibilité du remboursement des places. L'absence de solution pourrait-il mettre à mal nos futures, désolé, il restait une petite faute, collaboration avec le Feel Good Festival? Voilà pour mes deux questions. Merci pour vos réponses, monsieur le député. Je vous remercie, monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Je rappelle qu'un membre par groupe politique peut intervenir. Pas d'intervention. Pour la troisième question, je donne la parole à monsieur Agip El Hadjaji. La parole à Agip. Merci, Monsieur le Président, chers membres du Conseil. Donc, comme vous le savez, de nombreuses administrations publiques et organisations privées mettent en place un plan diversité pour encourager et s'engager dans la lutte contre toutes les formes de discrimination en promouvant le respect de l'égalité et de la diversité au sein de leur organisation. La province de Liège est un acteur majeur et doit jouer un rôle de modèle à notre sens. Après une première recherche sur le site internet de la province de Liège, aucune information n'a pu apparaître avec le mot diversité. J'irais même en clin d'œil que le mot qui apparaissait, c'était biodiversité, ce qui n'est pas la même chose. Donc ma question, comment le citoyen qui visite notre site internet peut-il interpréter cela? À titre d'exemple, la région wallonne dispose d'un plan diversité, la commune de Verviers, d'où je viens aussi, dispose d'un tel plan. Cela démontre que d'autres structures publiques peuvent tout à fait s'engager en la matière et mettre en place un processus d'amélioration continue pour faire de la diversité, de l'égalité, une richesse dans notre province, ce que nous partageons tous ensemble. Les principes de ce plan seraient à notre sens les suivants: garantir les comportements de non-discrimination, tant dans les relations avec les citoyens, citoyennes, les collègues, ainsi qu'à tous les niveaux de l'organisation, respecter et faire respecter les différences de ces agents, agentes, leurs compétences professionnelles et leurs qualités humaines, garantir l'égalité de traitement à chaque étape de la carrière des collaboratrices et collaborateurs et dans de multiples aspects de la gestion des ressources humaines, et enfin promouvoir la diversité et l'égalité comme une source d'enrichissement, d'innovation, de créativité et d'amélioration de la qualité des services rendus aux citoyennes et aux citoyens de notre territoire. Vous l'aurez compris, la diversité croissante s'impose à la fonction publique si elle veut refléter le marché du travail et le profil des usagers et usagères. Les diverses actions proposées en matière de diversité permettent ainsi à chacun d'offrir des conditions égales d'accès à l'emploi, à la formation et à l'évolution dans la carrière, un climat de tolérance et d'ouverture d'esprit, un environnement de travail où chacun se sent valorisé et donc est plus impliqué, productif, et une meilleure collaboration dans le travail. Je souhaite donc interroger le Collège provincial à ce sujet. La province dispose-t-elle d'un tel plan, diversité, égalité, inclusion? Quelles ont été les démarches dans ce domaine dans le passé? Dans le cas contraire, le Collège provincial accepte-t-il d'initier un plan de ce type pour recenser les actions déjà existantes en faveur de la diversité au sein de la province de Liège? Si oui, comment voit-il une telle démarche? Et surtout, et ça c'est très important à mon sens, s'engage-t-il à consulter le personnel provincial et les syndicats pour véritablement faire cela dans une démarche de co-construction? Enfin, vous le savez, UNIA, l'Institut pour l'égalité femmes-hommes, MIRIA, dispose d'une expertise dans le domaine. Donc le Collège provincial accepte-t-il de les consulter? Et enfin, le dernier point, comment la province envisage-t-elle de communiquer sur les actions qu'elle met en œuvre en matière de diversité pour le personnel actuel, pour les candidats à de futures offres d'emploi ou encore les possibilités de promotion et de carrière qui intéresseront, vous n'en douterez pas, le personnel provincial. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. J'invite à présent à la tribune M. Luc Gillard, député provincial, pour les réponses du Collège provincial à ces trois questions. Merci, Président. Et donc, dans l'ordre, d'abord à M. Manieri. Alors, on m'a interrogé M. Manieri. Une fois n'est pas coutume, l'ensemble des membres de notre Assemblée s'accordent en effet sur un sujet, le succès du B3. Ça, vous ne le niez pas, hein.
D'accord. Et la qualité des services qui y sont proposés, je m'en réjouis d'ailleurs. Vos questions relatives à la gestion de l'espace Horeca du B3 appellent les précisions de contexte suivantes. En février 23, dans la perspective d'une inauguration, mais surtout du bon fonctionnement du B3, le collège avait initié un premier appel à manifestation d'intérêt pour l'exploitation de l'espace Horeca du site. Ce premier appel, qui visait exclusivement les entreprises de formation par le travail, ce que vous avez souligné dans cet appel-ci, mais qui avait déjà été pratiqué la dernière fois, malheureusement, n'a néanmoins pas permis de désigner un prestataire puisqu'aucune entreprise de l'espèce n'a répondu positivement. Je pense qu'ils avaient un peu de crainte par l'ampleur de la tâche. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit après coup. En avril 2023, le collège a donc décidé de relancer un nouvel appel à manifestation d'intérêt, cette fois également accessible au secteur commercial. Et le 23 juin, un contrat de location a été conclu avec le représentant de la brasserie C. Ce 29 mars 2024, cette entreprise a informé la province de Liège de sa volonté de renoncer à cette location, et ce, comme la convention l'y autorisait. Une rencontre avec les représentants de la brasserie C a été organisée le 25 avril afin de comprendre les raisons de cette décision. Et les raisons invoquées par l'entreprise pour motiver sa décision d'abandonner son activité sont multiples. Tout d'abord, l'ouverture de l'espace Horeca du B3 représentait pour son équipe un véritable challenge. Le développement du produit s'est basé sur 3 publics à atteindre: les usagers du B3, les travailleurs de la province, les habitants du quartier. Si les publics 1 et 2, donc les usagers et les travailleurs, ont donné satisfaction et représentent une fréquentation espérée, en revanche, le public habitant du quartier, lui, semble plus difficile à atteindre, pour plusieurs raisons, et notamment l'accessibilité par l'arrière du site lors des heures de fermeture du B3, la non-visibilité de la brasserie lorsque l'on se trouve côté Rambla et Place des Arts, l'espace toujours en chantier à l'arrière du bâtiment et non sécurisé, véritable coupe-gorge, selon les propos de ce locataire. Permettez-moi de relever que dans ce contexte et à ce stade, c'est donc uniquement l'activité du B3 qui génère une fréquentation de la brasserie. Des éléments relatifs au chiffre d'affaires ont également été évoqués par l'entreprise lors de cette rencontre. Son chiffre d'affaires s'élève en moyenne à 6 000 € mensuels. Or, le prestataire considère que pour être rentable, ce chiffre devait se situer entre 7 et 8 000. La brasserie C soulève également les difficultés résultant de sa structure interne qui induit des dépenses de personnel externe à la seule équipe Horeca, manager Horeca, événements, facturation, secrétariat. Et alors, ces charges en matière de personnel s'avèrent dès lors très importantes. Pour votre information, l'équipe actuelle se structure comme suit: 2 équivalents temps plein en cuisine, un étudiant temps plein en salle, un étudiant toute la journée comptoir, une gestionnaire de sur-site. Lors de l'échange, en ce qui concerne les éléments provinciaux, les représentants de la brasserie C ont évoqué le succès lors des vernissages, car les besoins sont clairement exprimés par le département culture et donc bien anticipés par la brasserie. Pour les autres activités provinciales, cela dépend de la fréquentation qui ne peut systématiquement être garantie. Pour les occupations par des externes, tout dépend de la commande. Vous souhaitez savoir si les services ont la même analyse dans leur rapport. Monsieur le conseiller, je vais vous dire que les départements concernés ne posent pas d'analyse circonstanciée puisqu'elles ne se trouvent pas dans la position d'un prestataire privé. Pour autant, ils établissent les constats suivants. Le niveau de service au comptoir est problématique. Le locataire a conscience des critiques qui ont été formulées au niveau du service au comptoir, notamment en ce qui concerne le temps d'attente. Il a fait le choix de recourir à des juniors Horeca. Le constat est qu'il y a une véritable pénurie de personnel dans ce secteur. Alors, il y a un amalgame avec la province. Une critique régulièrement formulée est également que le service n'est pas à la hauteur des attentes d'un lieu géré par une institution publique. Le constat est qu'il y a un amalgame des usagers entre la province de Liège et le gestionnaire de l'espace Horeca. Enfin, la carte de tarification. Un autre élément critique est que la carte, et donc les tarifs, ne sont pas en lien avec le public qui fréquente le B3. Principalement des étudiants du secondaire, des familles et des gens des quartiers avoisinants, plutôt pas très riches, pour faire simple. Le constat est une inadéquation entre les attentes du public et donc l'offre proposée. Alors vous souhaitez savoir comment trouver un repreneur crédible qui assurera une activité Horeca pérenne et conforme aux attentes provinciales au sein des installations du B3. Je vous répondrai que malheureusement, aucune procédure ne peut nous garantir une activité pérenne, a fortiori dans ce secteur en tension. Et comme vous le soulignez dans votre question, le Collège provincial a fait le choix dès ce mois de mai, et dans le respect du principe général de non-discrimination, de lancer un nouvel appel à la concurrence
dans la perspective de l'allocation de l'espace Horeca du B3. Cet appel s'est clôturé ce 21 juin. À cette date, 10 opérateurs avaient manifesté un intérêt pour louer et donc exploiter l'espace Horeca du B3. À ce stade, et afin de préserver les intérêts provinciaux résultant de la procédure en cours, je n'évoquerai pas d'éléments relatifs à ces soumissionnaires. En effet, 5 étapes restent à accomplir dans le processus de sélection. Je vous les livre rapidement. Pour les 10 candidats ayant manifesté intérêt, une visite des lieux aura lieu demain, ce vendredi 28, à 10h, avec notamment présentation des équipes qui seront incluses dans l'allocation. Non, les équipements, pas les équipes. Excusez-moi. Ensuite, ces 10 opérateurs pourront adresser une offre motivée, détaillée et ferme à la province, et ce, pour le 22 juillet au plus tard. Ensuite, encore, une négociation avec les soumissionnaires sera entamée sur base de leur offre initiale. Cette phase de négociation se clôturera par une invitation faite aux soumissionnaires à nous remettre leur meilleure offre finale. Sur cette base aura lieu la sélection du futur occupant par le collège, et ce, en application des critères de sélection déjà fixés et annoncés dans l'appel initial à concurrence. Enfin, le contrat de location entre la province de Liège et le soumissionnaire retenu pourra alors être conclu. Le temps qui sera nécessaire pour négocier et ensuite analyser les offres est actuellement indéterminé, car il dépendra du nombre d'offres, de leur nature, de leur variété et de leur complexité. S'agissant, par la mise en œuvre de ce processus, de permettre et de garantir la continuité du service public, la période de prudence qui débutera ce 13 juillet ne sera pas de nature à priver le collège de la possibilité de prendre les décisions utiles à permettre une exploitation de cet espace Horeca dans les meilleurs délais. J'espère avoir été suffisamment clair et précis, voire exhaustif. Je ne sais pas, Président, je réponds à la deuxième question. Oui, voilà, ok, d'accord. Après, oui, c'est un jeu de piste pour celui qui doit suivre ce qu'on fait. Mais bon. Nous ne perdrons pas, ça y est. Non, mais je sais. Ils sont finalement habitués, les 3-4 qui regardent. Madame la gouverneure faisant fonction, qui n'est donc pas présente, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général provincial, chers collègues, Monsieur le conseiller Manieri, si votre intérêt pour une activité musicale comme le Feel Good Festival et le désarroi des festivaliers qui n'ont pas encore la certitude d'être remboursés après l'annonce de l'annulation de la manifestation est tout à votre honneur, je ne vois pas bien ce que la province de Liège, simple et très modeste partenaire de cet événement privé, pourrait accomplir en faveur des acquéreurs de places se sentant floués, pour reprendre votre expression. Pour rappel, la province de Liège soutient ce festival depuis plusieurs années et a ajusté sa subsidiation à l'organisation en fonction des événements. Ainsi, en 2020, malgré une annulation obligatoire due au Covid, le collège provincial avait accordé un soutien financier exceptionnel de 10 000 €. Cette année, la subvention provinciale s'élevait à 15 000 pour ce festival, qui a un budget supérieur à 1 100 000 €. Il y a plus d'une semaine, les organisateurs ont décidé de leur propre chef d'annuler l'édition 2024 du festival en raison de mauvais temps et de ne pas rembourser les spectateurs qui ont acquis des places. À ce jour, la province de Liège n'a pas encore été contactée par les organisateurs pour expliquer la situation. En attendant ces explications, quant à leur intention d'annuler définitivement ou de reporter, de rester sur le même site ou d'en changer, la province de Liège a gelé la liquidation du subside 2024. Si les organisateurs nous font savoir que leur trésorerie 2024 a déjà été impactée par d'importants engagements de matériel, la province de Liège examinera l'opportunité et la faisabilité de rencontrer éventuellement une nouvelle demande d'aide. La bonne tenue de l'événement et l'excellente collaboration avec les équipes de Sphère Sonore laissent à penser qu'il sera envisageable à l'avenir de poursuivre l'aventure dans un respect mutuel. Je vous rappelle que l'idée d'ailleurs d'avoir un peu augmenté la subvention, c'est justement parce qu'il y avait une collaboration avec Sphère Sonore et qu'il y avait 2 groupes qui avaient fait le cheminement dans nos parcours de soutien qui se retrouvaient sur la scène. C'est bien malheureux. Cependant, en ce qui concerne la problématique des remboursements de places, il va sans dire qu'il s'agit d'un problème qui ne concerne pas les pouvoirs publics, mais bien l'organisateur privé. Et enfin, M. El Hadjaji, relative à la mise en place d'un plan diversité, égalité, inclusion. Alors, c'est long, et alors, on l'a amélioré, mais vous m'avez déjà posé la question en 2021, vous vous en souvenez? Ah, c'est vrai, tout à fait. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général provincial, chers collègues, Monsieur le Conseiller provincial, comme déjà expliqué à notre Assemblée en février 2021, en réponse à votre question sur le même sujet, depuis de longues années, la province de Liège est engagée dans le développement et la promotion de l'égalité au sens large, notamment via la mise en œuvre de politiques de soutien à la diversité. En effet, depuis 2008, la province de Liège s'est dotée d'une politique de gestion de la diversité des ressources humaines,
À cette époque, un état des lieux réalisé en collaboration avec le centre de recherche Égide de l'Université de Liège a débouché sur un plan d'action basé sur 4 critères principaux: l'âge, le genre, l'origine et le handicap. Ce projet s'est fondé sur les conclusions d'un état des lieux effectué parmi le personnel provincial et a été soumis au syndicat. Une campagne de sensibilisation interne a ensuite été menée pour informer l'ensemble du personnel sur l'importance de la diversité. Et donc, pour répondre à votre question, non, le collège ne va pas accepter d'initier un plan diversité puisqu'il en existe un depuis 2008. Depuis 16 ans, donc. Permettez-moi de vous rappeler son contenu. En matière de genre, en 2011 et 2012, un sous-axe sur l'orientation sexuelle et la lutte contre l'homophobie a été mis en place et 2 actions importantes en ont résulté. Exposition « La lutte contre l'homophobie, un engagement provincial pour un combat mondial » réalisée en 2011 par la SBL lucarne.org en partenariat avec la cellule processus RH. La brochure « L'homophobie, une exclusion » et pourtant tous du même moule. Publiée en 2012, depuis cette brochure visant à démystifier l'homosexualité et rappeler la neutralité de la fonction publique, a été distribuée lors de la formation et des événements provinciaux. Par ailleurs, le service provincial de l'égalité des chances a répondu à un appel à projet de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour organiser le projet Girls Day, Boys Day, choisis ton métier sans préjugés. Destiné aux élèves de l'enseignement secondaire de la province de Liège, ce projet visait à élargir leurs horizons professionnels et à combattre les stéréotypes de genre dans les métiers. Il démontrait par exemple que les hommes peuvent travailler dans la petite enfance et que les femmes peuvent exceller dans la construction. En collaboration avec le Centre d'éducation et de la formation en alternance de Verviers, la cellule processus RH a organisé divers ateliers sur le stéréotype professionnel. À ce jour, parmi les personnels provinciaux, nous dénombrons un petit peu moins de 40% d'hommes et un peu plus de 60% de femmes. Leur moyenne d'âge s'établit comme suit: 1,5% entre 18 et 27 ans, un peu moins de 15% de 28 à 37 ans, 30% 38 à 47 ans, 35% de 48 à 57 et un peu moins de 20% de 58 ans et plus. En matière de handicap, les actions menées en matière de politique d'emploi des travailleurs porteurs de handicap ont considérablement contribué à favoriser l'intégration socio-professionnelle de collègues porteurs de handicap au sein de l'institution provinciale. En 2010, lors de l'enquête diversité menée auprès de l'ensemble du personnel provincial, 83 agents avaient déclaré, sous le sceau de la confidentialité, de souffrir d'un handicap, alors qu'au cours de la même année, seulement 27 emplois étaient occupés par un travailleur reconnu par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, l'AWIP, organisme qui a intégré depuis lors l'Agence wallonne pour une vie de qualité, l'AVIC. En collaboration donc avec l'AVIC, des améliorations significatives ont été apportées aux conditions de travail et à l'environnement personnel des agents, aménagement de postes de travail, de temps de travail, fourniture de matériel spécifique, etc., incluant des adaptations à leur domicile personnel également, remplacement d'une baignoire par une douche, etc. Cette collaboration avec l'AVIC a été formalisée par une notification générale au personnel le 23 septembre 2010. Depuis, cette information est systématiquement communiquée à chaque nouvel agent lors de la signature de son contrat de travail. Dans le cadre de cette collaboration, un agent de la cellule processus RH reçoit les collègues qui le souhaitent en toute confidentialité pour les aider dans leur démarche. Il participe ainsi activement au rendez-vous avec l'ergonomie, plus ou moins 200 par an. De plus, de nombreux job coaching en partenariat avec l'AIGS ont également été mis en place pour soutenir les agents reconnus par la VIC rencontrant des difficultés de santé sur leur lieu de travail. Je souhaite aussi souligner que le plan d'action diversité de la province de Liège répond aux directives du gouvernement wallon fixant un taux minimum de 2,5% d'ETP pour les travailleurs porteurs d'un handicap. En effet, lors du conseil du 16 mai 2024, notre Assemblée a examiné le rapport 2023 de l'ESPES. Celui-ci indiquait que sur un effectif total de 2480,78 pour être précis, équivalent temps plein, la province de Liège occupait 215,59 équivalents temps plein travailleurs porteurs d'un handicap, dépassant dès lors largement le quota réglementaire requis de 62,02. Je veux également rappeler qu'en 2010, le statut administratif a été modifié à l'endroit des conditions de recrutement afin de permettre, dans la mesure du possible, d'adapter les examens aux contraintes liées au handicap des candidats inscrits, qui en font la demande. Cette possibilité est systématiquement rappelée sur les notices d'appel et, le cas échéant, les services provinciaux mettent en œuvre des adaptations utiles pour offrir des conditions optimales aux candidats en situation de handicap. À titre d'exemple, on parle ici de l'assistance d'un traducteur en langue des signes, de l'installation de matériel spécifique, TV, loupe et ordinateur adapté, de l'octroi de temps supplémentaire
de la mise à disposition de locaux isolés selon les besoins spécifiques des candidats atteints de handicap physique ou neurologique. En matière de nationalité, notre plan diversité a aussi conduit à l'adaptation du statut administratif quant aux conditions de nationalité permettant l'accès à l'emploi contractuel à tous, sans distinction de nationalité, à l'exception des emplois pour lesquels les fonctions comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de la province. À titre d'information, notre personnel se compose de membres issus de 18 nationalités différentes et de 52 pays de naissance distincts. La diversité de la population est bien représentée parmi notre personnel. En effet, si la Belgique est le pays de naissance de plus de 80% de nos agents, pour les autres, on retrouve dans le top 5 l'Italie, la République démocratique du Congo, la France, le Maroc et l'Allemagne. Ensuite, la liste est très variée et nous emmène de l'Inde à l'Espagne, en passant par la Corée du Sud, Haïti, la Grèce, le Canada, la Turquie, le Brésil, la Hongrie, le Liban, le Togo et j'en passe. En matière de niveau d'études, la fonction publique provinciale comprend plus de 200 métiers et des catégories de diplômes reprenant les niveaux A, B, C, D et E, dont l'accès est déterminé par diverses dispositions légales, statutaires et réglementaires. Depuis 2013, la province de Liège dispose d'un dispositif de validation et de valorisation des compétences pour son personnel, soulignant l'importance stratégique accordée à la gestion des compétences au sein de l'institution. Ce processus vise à reconnaître officiellement les compétences professionnelles des individus, au-delà de leur qualification formelle, facilitant ainsi leur insertion professionnelle et renforçant la cohésion sociale. Grâce à ce dispositif, des agents compétents ont pu progresser dans leur carrière en accédant aux examens de recrutement ou en évoluant dans leur échelle salariale. Nous accompagnons nos agents du début à la fin de la carrière. Différentes lois ont apporté de grands changements en ce qui concerne les pensions du secteur public. Depuis 2013, afin de tenter de répondre à toutes les questions que peuvent se poser nos futurs pensionnés, 12 séances d'information à destination des agents statutaires de 50 ans et plus ont été organisées et 845 agents ont participé à ces séances. Dans le cadre de notre politique d'accueil de nouveaux collaborateurs, nous avons mis en place un programme de parrainage qui inclut spécifiquement la participation d'agents plus expérimentés. Ce programme vise à faciliter l'intégration et l'adaptation des nouveaux arrivants en leur offrant un soutien personnalisé dès leur premier jour. Chaque nouveau collaborateur se voit attribuer un parrain ou une marraine expérimentée au sein de l'organisation. Ce parrainage permet aux nouveaux agents de bénéficier des conseils pratiques, des connaissances institutionnelles et des astuces de la part de leurs pairs plus expérimentés. Ce processus favorise non seulement une intégration plus rapide et efficace dans l'équipe, mais renforce également un esprit d'équipe et de collaboration au sein de notre institution. Enfin, la procédure interne concernant les risques psychosociaux permet à chaque agent, estimant être victime de violence ou de harcèlement au travail, de demander une intervention psychosociale informelle ou formelle, avec l'assistance de 2 personnes de confiance désignées par le collège provincial. Ces personnes de confiance sont chargées d'accueillir, écouter en toute confidentialité, informer, conseiller et proposer des solutions aux collaborateurs en situation de mal-être au travail. Tout agent provincial est informé de cette procédure. Je rappellerai encore les avancées suivantes. La modification du canevas des descriptifs de fonctions en intégrant dans les savoir-être le critère « faire preuve de non-discrimination ». La modification du canevas de la formation, initiation à l'accueil et à la communication, obligatoire pour tous les agents, dispensés par l'école provinciale d'administration, avec l'intégration d'un volet de sensibilisation à la diversité. L'élaboration d'une brochure intitulée « La diversité des ressources humaines à la province de Liège, notre richesse et notre force ». Celle-ci a été distribuée au personnel d'encadrement lors du cycle de formation en management et communication. Ces brochures ont ainsi été utilisées dans l'enseignement, dans le cadre d'un cours de sensibilisation à la diversité et dans le cadre de diverses manifestations provinciales. Monsieur le conseiller, en guise de conclusion, la diversité est une composante essentielle de notre société. Le monde du travail, public ou privé, étant le reflet de cette société. Il ne peut échapper à cette dynamique sociétale et doit en tenir compte dans ses modes d'organisation interne et de communication. C'est ce que fait la province de Liège depuis de nombreuses années, en attestent les nombreux éléments que je viens de rappeler. La diversité est aujourd'hui abordée dans le monde de l'entreprise comme un des facteurs qualité de développement. Et depuis 2010, le projet diversité s'est parfaitement intégré dans la culture provinciale. Vous comprendrez que dans ce cadre, la province de Liège n'a pas besoin d'un label particulier ou
d'un nouveau plan pour lequel elle devrait s'adjoindre l'analyse de structures particulières actives en matière de défense et promotion de la diversité. La province de Liège développe au quotidien une série d'actions concrètes qui viennent d'être énumérées et faisant partie intégrante de vie professionnelle de nos agents. Tous les projets et outils mis en œuvre en sont la preuve manifeste, reflétant ainsi la diversité au sein de notre administration. Tout au plus, devrions-nous peut-être rappeler ces réalités aux membres de notre Assemblée. À ce titre, je vous remercie pour votre question qui m'a permis de remettre en lumière la dynamique existante. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député provincial président. Une réaction, Marc? Agib. Merci, Monsieur le Président, chers membres du Conseil. Merci pour les informations apportées. Donc, je pense que la question avait un intérêt, celui de pouvoir faire en séance publique le point sur ce que fait la province en la matière. Permettez-moi néanmoins de vous donner quelques recommandations, propositions. Quand vous postulez à une offre à la province, au CELOR, dans plusieurs organisations, vous avez un paragraphe qui explique combien l'institution est attachée à la diversité, qu'elle met en place des aménagements pour les personnes en situation de handicap. À ma connaissance, et sauf erreur de ma part, dans les offres d'emploi de la province, cela n'y figure pas. Donc voilà une action très concrète qui pourrait, pour une personne qui postule la première fois à la province, et sa porte d'entrée, c'est de voir une offre d'emploi, voir à quel point la province accorde de l'importance à la diversité, à l'égalité, à la parité et à l'inclusion. Deuxièmement, vous avez mis en avant les formations, notamment en matière de sensibilisation. Le CRVI, le CRIPEL, pourrait tout à fait organiser des formations pour le management interculturel. Je pense que en la matière, ce serait toujours bon à prendre. Je me permets aussi d'attirer l'attention peut-être sur un dossier que je souhaiterais porter dans de futurs engagements auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est celui de l'équivalence des diplômes. La province pourrait voir comment, avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous pourrions permettre à des gens qui ont des diplômes venus d'ailleurs de pouvoir exercer des fonctions à responsabilité. Je vois notamment que sur la question du handicap, les chiffres sont tout à fait encourageants et donc à ce titre-là, je souhaiterais féliciter la province pour le travail réalisé. D'où vient ma dernière question? Pourquoi la province ne communique pas sur son site internet toutes ces actions qui mériteraient à être connues? Éventuellement les comparer avec les autres provinces de Belgique et voir comment une personne qui est sensible à cette situation pourrait voir sur le site internet, donc accessible à un plus grand public, les actions menées par la province et son attention de tous les jours à cet élément-là. Je terminerai par ce souhait. À défaut de mettre en place ce plan diversité, dont les actions pourraient être, à titre d'exemple, intégrées au plan stratégique transversal, qui est aussi un élément de suivi très concret, j'espère que le Collège provincial pourra en tout cas mettre à jour sur une page internet du site internet de la province les informations en la matière. Croyez bien que c'est de cette manière-là qu'on pourra attirer des talents dans notre institution et permettre au quotidien de célébrer ensemble les valeurs de respect et de diversité. Voilà, merci pour votre écoute. Je vous remercie. Le point 4 de l'ordre du jour, le document 311, modification du règlement d'ordre intérieur du B3. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Luc Lejeune, à nous en faire connaître les conclusions. Voilà, chers collègues, ce point a été soumis à l'examen de la première commission. Un commissaire a posé la question de savoir concrètement en quoi consistait l'élargissement du service. Il lui est répondu qu'il s'agit d'un système d'ouverture et d'élargissement des horaires avec un surcoût de 12 € par personne. Donc en l'espèce, il s'agit de pouvoir accéder au bâtiment en dehors des heures d'ouverture et en l'absence du personnel, scanner à l'entrée un boîtier extérieur pour avoir accès au centre de ressources
avoir accès à une place de travail et avoir accès au Wi-Fi. Le même commissaire pose alors la question de savoir mais pourquoi cet élargissement à 12 € n'a pas été intégré dans le forfait. Et là, il lui est répondu que c'est un choix pour responsabiliser l'usager avec une charte de fonctionnement ou de bonne conduite à pouvoir signer. Alors ce dossier a été voté par 8 voix pour et 2 abstentions. Je vous remercie, monsieur le chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la première commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 5 de l'ordre du jour. Le document 312, Fondation Conférence mondiale des humanités, dissolution. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Mme Isabelle Grindoche, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Donc, votre première commission s'est réunie ce mardi 25 juin et a examiné donc, le point pour la Fondation de Conférence mondiale des humanités de dissolution. Un commissaire se demande pourquoi la dissolution est seulement abordée maintenant, alors que dans le rapport, il y est mentionné que la SBL devait être dissoute depuis 2018. Il lui est répondu tout d'abord qu'il ne s'agit pas d'une ASBL mais d'une fondation, donc nous pourrons récupérer l'actif. Au départ, nous pensons conserver la fondation pour obtenir un droit réel et l'utiliser pour le palais. Nous avons écrit à plusieurs endroits, mais nous n'en avons pas eu de retour. Nous avons donc décidé de la dissoudre avant la fin de la législature, car seul ce n'était pas possible à gérer. C'est donc avec 8 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose d'adopter ce point. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la première commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 6 à 9 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 313, 376 et 378, octroi de subventions en matière de relations avec les territoires, les villes et les communes. Ces 4 documents ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, Monsieur Marc Mannery, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, ce mardi 25 juin, la toujours très active première commission s'est réunie pour délibérer sur les 4 octrois de subventions en matière de relations avec les territoires, les villes et les communes. Ce sont les documents 313, 376, 377 et 378. Un commissaire s'est étonné que sur les 4 subventions proposées, 3 font l'objet d'une requalification, c'est-à-dire que le projet ayant fait l'objet de la promesse de principe change assez radicalement. Le commissaire souhaite savoir si c'est le résultat d'une volonté politique du député. Le député répond qu'il souhaitait faire un inventaire des situations. Il y avait des promesses de principe, c'est vrai, mais la concrétisation n'a pas toujours été au rendez-vous pour moult raisons. Il a donc pris l'initiative de ressolliciter l'ensemble des détenteurs d'une promesse en posant la question « Votre projet est-il toujours d'actualité ?» Parfois, ça remontait à 2015. Certains gestionnaires ont alors souhaité transformer leur projet initial en quelque chose de plus d'actualité pour eux et de plus sensible à la thématique de la supracommunalité chère aux députés. Le commissaire semble satisfait de la réponse apportée et votre première commission vous propose d'accepter ce document avec 8 voix pour et 2 abstentions. Merci. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Des interventions? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? OK. Qui est pour les conclusions des 4 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 4 résolutions. Les points 10 à 17 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 314 à 321. Octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien de 9 ASBL et de l'administration communale d'Angy en vue d'achat d'équipements culturels et demande de soutien des ASBL, Audience K, Coopération culturelle régionale de l'arrondissement de Liège, les ateliers du texte et de l'image, Festival royal de théâtre de Spa, Mouvement sans titre, Centre wallon d'art contemporain, La Châtaigneraie, Wallifornia, Musique Tech. Ces 8 documents, n'ayant soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de les adopter.
Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 8 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 8 résolutions. Les points 18 à 24 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 322 à 328. Octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien des ASBL Microfestival, la Scène du Bocage, Low-Tech, Musée en plein air du Sartillement, Poloskenico, Art Info et Odessa MA. Ces 7 documents, n'ayant soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Oui. Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 7 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 7 résolutions. Point 25 de l'ordre du jour, le document 329. Octroi de subventions en matière de culture, d'affaires sociales et de développement durable. Demande de soutien de l'ASBL La Ferme des Enfants dans le cadre de la construction d'un FENIL débutant au mois d'août 2024. Ce document a été soumis à l'examen de la première, deuxième et quatrième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de l'adopter, par 7 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter, et enfin, par 6 voix pour et 4 abstentions que votre quatrième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions des premières, deuxième et quatrième commissions? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 26 à 30 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 330 à 334. Octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien de la SPRL Les Films de la Passerelle, des ASBL Compagnie à mon amour, In Cité Mondi, Centre Wallon d'art contemporain, La Châtaigneraie, et de 7 demandeurs en vue d'achat d'équipements culturels. Ces 5 documents, n'ayant soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 5 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 5 résolutions. Les points 31 à 37 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 369 à 375, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien des ASBL République libre d'Outremeuse, Festival d'art, Bucolique, Allogique Production, Jazz à Verviers, le Corridor et la Régie communale autonome de Sprimont. Le document 374 ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, M. Luc Lejeune, à nous en faire connaître les conclusions. Ah, voyez-vous, c'était vraiment une commission spéciale, alors. Hein? Pas eu de questions? S'il n'y a pas eu de questions, y a-t-il d'autres interventions ici? Non, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Oui. Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 7 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 7 résolutions. Les points 38 et 39 de l'ordre du jour ont été regroupés, à savoir les documents 335 et 379, octroi de subventions en matière de culture et de développement durable, demande de soutien des ASBL Atmosphère et Société botanique de Liège. Ces 2 documents ont été soumis à l'examen des premières et quatrièmes commissions. En première commission, ils ont été regroupés, n'ont soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 2 abstentions
que votre première commission vous propose de les adopter. Et en quatrième commission, le document 335 ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, M. Guy Dubois, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Donc, la quatrième commission s'est réunie lundi 24 juin au Val-Benoît à 16h30. Donc, demande de soutien de l'ASBL Atmosphère dans le cadre de l'organisation du 15e Festival Vibration du 8 août à Malmedy. Question d'une commissaire. À quoi correspond le poste développement durable? Donc, le subside développement durable qui est de 3 000 €. Il justifie comme suit, donc dans le cadre de la ruralité, cet événement culturel est gratuit, veut participer à la vie locale en évitant un isolement des campagnes rurales. Les sponsors locaux sont mis en valeur ainsi que des artisans locaux répartis sur les différentes scènes durant tout le week-end. Rationalisation dans les déplacements qui se font à pied dans le centre de la ville, vu ces accès fermés, s'inscrivant dans une démarche de développement durable. Les propositions en matière de produits locaux étant nombreux, au travers des food trucks présents sur le site, ainsi que des bières spéciales locales. Les produits locaux utilisés lors de réceptions officielles au sein de l'espace VIP. Il y a une collaboration étroite avec les entreprises et commerces locaux, notamment les prestataires, produits, matériaux, traiteurs. Décoration issue de récupération et réutilisable, mise en place de poubelles de tri lors de l'événement. Il y a utilisation de gobelets récupérables sur le site de du festival et de verreries dans l'espace VIP. Les denrées non utilisées sont apportées à un centre qui les réutilisera, par exemple vers le CPS ou autres. De plus, il y a des actions plus générales comme une organisation spécifique. Le dimanche sera lié à la Journée internationale de la jeunesse, en collaboration avec les maisons et centres de jeunes locaux, le but étant d'intégrer la culture dans l'éducation des jeunes et leur offrir un terrain pour s'exprimer. Un engagement de jeunes bénévoles rémunérés afin de leur offrir une première expérience professionnelle et connaissance du métier. Donc le vote, il y a eu 8 pour, 0 contre et 2 abstentions. Merci de votre attention. Je vous remercie, Monsieur le Conseiller provincial. Le document 379, n'ayant quant à lui soulevé aucune question en quatrième commission, celle-ci vous propose de l'adopter par 9 voix pour et 1 abstention. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Oui, Julien. Parfait. Le document 335, donc l'ASBL Atmosphère, qui est pour les conclusions des premières et quatrièmes commissions? Le groupe PTB, le groupe PS, le groupe MR, les engagés, qui est contre, qui s'abstient, le groupe écolo. Sur le document 379, la Société botanique de Liège, qui est pour les conclusions des premières et quatrièmes commissions, unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Avant de passer au point 40, je voudrais revenir un tout petit instant sur le point 4, modification du règlement d'ordre intérieur du B3. En fait, une petite coquille est apparue sur le prix d'entrée au niveau du B3. Il était dit 12 €, mais on me confirme que c'est 2 €, ce qui est quand même significatif. C'est bien ça, Monsieur Lejeune? Parfait, je vous prie d'en prendre acte. Point 40 de l'ordre du jour. Le document 344, participation de la province de Liège à l'augmentation du capital de l'association Centre hospitalier Rennes-Astrid de Malmedy par la conversion en apport de l'avance de trésorerie lui consentie et par un apport financier supplémentaire. Ce document a été soumis à l'examen des 2e et 5e commissions en réunion conjointe et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Mme Valérie Lux, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Madame la conseillère. Merci, Monsieur le Président. Donc, votre commission conjointe s'est réunie ce mardi 25 juin. La commission a commencé par la présentation de la situation par Monsieur le Directeur général de l'hôpital. Ensuite, quelques précisions. Excusez-moi, j'ai des petites apparitions sur mon écran.
Quelques précisions lui ont été demandées, à savoir qu'il confirme que l'hôpital ne dispose pas de maison-entrepôt, que les programmes d'investissement AVIC et AVIC 2 nécessitent que les travaux débutent au plus tard en juillet 2025, qu'il y a aujourd'hui un accord de principe, mais qu'un dossier complet doit être déposé, que malgré une bonne situation budgétaire depuis 2019, il y a un déficit en 2023, mais pas de refinancement prévu. Par rapport à la province, l'hôpital a reçu 750 000 € en 2017, une avance de trésorerie de 1 million d'euros et une demande de 1,5 million d'euros complémentaires actuellement. D'autres organismes tels que la Wallonie Santé, CHU, la commune, CBC et autres ont été consultés et ils confirment qu'avec l'explosion des prix, le coût des travaux a été réévalué à la hausse et qu'il y a eu une révision de ces travaux. Ensuite, Monsieur le directeur général a quitté la réunion et d'autres questions et précisions ont été demandées, à savoir pourquoi, avec un tel apport en capital, la province ne reçoit pas un administrateur de plein droit, mais seulement un observateur. Il est répondu qu'il s'agissait d'une volonté politique de ne pas s'engager dans la gestion de l'hôpital. Il y a une volonté de soutenir de manière pérenne, mais en one-shot. La situation financière, malgré une amélioration, n'était pas bonne avant 2019 et les participations sont uniquement destinées à l'infrastructure et non à la gestion quotidienne de l'hôpital. Pourquoi n'y a-t-il pas une volonté d'association avec d'autres communes limitrophes bénéficiant de l'hôpital, voire un passage en intercommunal? Il est répondu que nous ne savons pas si la réflexion existe, mais que des renseignements pourraient être pris. Ensuite, il est également confirmé qu'il ne s'agisse pas d'un prêt, mais d'une entrée en capital avec 1 million déjà en cours et un nouvel apport de 1,5 million. Le vote, que je n'ai pas noté, est de 11 voix pour et 10 abstentions. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Oui. Vous avez la parole, Monsieur Delray. Merci, Monsieur le Président. Le groupe PTB souhaite expliciter les raisons de son positionnement dans ce dossier malgré tout délicat. On voit bien que l'opération proposée consiste à investir plus d'argent encore dans une institution qui a montré à plusieurs reprises son incapacité à rembourser les prêts reçus. Les banques ne s'y sont pas trompées, elles qui ne sont ni des philanthropes ni des partis politiques. En effet, on peut craindre que les difficultés financières dont fait état le centre hospitalier Rena Street de Malmedy ne soient structurelles et imputables à la politique de proximité qu'il entend poursuivre et que le Collège souligne d'ailleurs. Parmi les sources d'inquiétude, il y a le fait que le projet de construire un service d'IRM intervient alors que les radiologues de l'hôpital ont remis leur démission, comme la presse l'a rapporté récemment. En tout état de cause, il pourrait n'y avoir personne pour faire fonctionner ce service quand il aura été construit, sauf à faire un pont d'or dans un contexte de raréfaction sur le marché de ce genre de compétences spécialisées aux éventuels candidats. Cela étant dit, le PTB relève avec intérêt la conception de l'hôpital de service public à laquelle le Collège semble souscrire, s'il s'agit d'admettre que ce genre d'institution n'a pas pour vocation d'être géré comme une entreprise, ni même de tendre vers l'équilibre budgétaire, et qu'il est naturel pour les pouvoirs publics de prendre en charge les déficits peut-être inévitables dans un tel hôpital de proximité. C'est pourquoi le PTB votera ce point, sans se faire d'illusions, en l'occurrence en matière de saine gestion des deniers provinciaux, comme cela est dit dans le document, mais parce que nous souhaitons que la province continue à venir en aide à des opérateurs de soins de santé tels que le SHRAM, et nous espérons, pour éviter que cela n'apparaisse dans les annales comme un traitement de faveur, que cette politique soit étendue à l'avenir à d'autres institutions hospitalières en grande difficulté financière sur le territoire de la province, comme par exemple la clinique André Renard de Herstal, parmi d'autres. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur le conseiller. Madame Gaillard. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, chers collègues. Malgré nos réserves sur la santé financière et malgré nos interrogations restées ouvertes sur les recherches de financement alternatif, le groupe écolo va voter oui à cette demande de participation, tout en espérant
que la demande de recapitalisation du CHR de Oui, envoyée le 2 avril 2024 à la province, recevra la même opportunité et le même suivi, et que le DG pourra également venir exposer le nouveau plan de construction. Cette demande a d'ailleurs reçu le soutien de la conférence des élus de Oui-Warem à l'unanimité des 4 partis présents. Et je peux supposer de certains conseillers ici présents. Après, le CHR, la Citadelle pour l'arrondissement de Liège et donc l'hôpital de Malmedy aujourd'hui, la province pourrait soutenir un des hôpitaux cruciaux de l'arrondissement de Oui-Warem. Il y aurait donc une certaine équité entre les citoyens et les citoyennes de notre belle province. Je vous remercie, Madame la conseillère. D'autres interventions? Je pense qu'il y a eu unanimité pour écrire, pour informer. D'autres interventions? Non, je clôt la discussion générale. Qui est pour les conclusions des 2e et 5e commissions? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Le point 41 de l'ordre du jour, le document 345, budget provincial 2024, 2e série de modifications. Ce document a été soumis à l'examen de la 2e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Mme Caroline Lebeau, à nous en faire connaître les conclusions. Chers collègues, votre 2e commission s'est réunie ce 25 juin afin d'examiner le document 23-24/345 sur le budget provincial. Un exposé du directeur financier est fait et ce point donne lieu à des questions. Un commissaire demande si le montant de 720 000 € prévu au budget extraordinaire concernant l'aménagement des laboratoires et des bureaux sur le site d'Argenteau est le budget total des travaux ou si ça ne concerne qu'une partie. Il lui est répondu qu'il s'agit de travaux dans leur globalité et l'installation d'agents sur le site. Un commissaire explique que certaines communes ont été impactées au mois de juin par les inondations. À la suite de ces événements, elles ont rencontré la province pour faire une évaluation et entamer certains travaux. Il demande donc ce qu'il en ressort, car sur le terrain, il semble dire que le budget prévu, à savoir 100 000 € pour les voies navigables, ne serait pas suffisant. Il lui est répondu que dans ce cas, cette somme est imputée au budget ordinaire et non à l'extraordinaire, et qu'ici, nous sommes dans le cas de la prolongation des contrats qui se terminent au mois d'octobre ou novembre. Que lors des dernières crues, des travaux ont débuté dans les quelques heures qui ont suivi, et qu'aujourd'hui, des travaux supplémentaires ne sont pas encore prévus. Que ce qui est fini, ce sont les travaux pour la période qui avait été engagée l'an passé, et donc il faudra recommander des travaux, et qu'avec ça, on pourra payer le supplément. S'il y avait des travaux supplémentaires dont les communes avaient besoin, ils seraient intégrés. Il y a encore une MB en septembre, et même si on est en période de prudence, ce genre de dossier peut encore être intégré. Une commissaire demande s'il a bien compris le fait qu'on diminue l'article supracommunalité dont l'enveloppe est de 2 500 200 000 € afin d'augmenter l'article, et je suis désolée, je ne sais plus le numéro de l'article, pour l'achat d'une œuvre d'art de 100 000 €. Il lui est répondu qu'en gros, on va rechercher 100 000 € sur ce crédit-là pour compenser l'achat d'une œuvre d'art. C'est un transfert. Ce point donne lieu à un vote. 5 voix pour, 0 contre et 5 abstentions. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Monsieur le Président, député président. Petite précision à la question par rapport à l'utilisation, enfin plutôt au glissement de 100 000 € d'un crédit supra vers un crédit de transfert pour acquisition d'œuvres. Il faut savoir que dans le concours organisé pour choisir une œuvre dans lequel il y avait un jury à la fois d'agents provinciaux et de professionnels du secteur de l'art, le jury est arrivé à une égalité, ce qui est vraiment exceptionnel.
Enfin, il y avait une virgule, mais elle n'était pas comprise dans le cahier des charges. Donc, on ne pouvait pas s'en servir pour départager. Donc, on n'a pas départagé. Et alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'une des deux œuvres est justement typiquement supracommunale, puisqu'elle représentera des terres cuites de visage, et le lien qui est fait à la supracommunalité, c'est que les 84 œuvres qui représentent les 84 communes du territoire provincial seront chacune prénommées par le prénom le plus utilisé dans la commune dite en question. Et donc c'est typiquement une œuvre très supracommunale. Voilà, c'était juste une précision. Merci, monsieur le député président. D'autres interventions? Pas d'autres interventions. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour la modification budgétaire présentée? Le groupe PS, le groupe MR. Qui est contre? Le groupe Écolo, le groupe PTB. Qui s'abstient? Les engagés. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 42 et 43 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir les documents 346 et 347, octroi de subventions en matière d'affaires sociales, demande de soutien des ASBL Action sociale au Bernalmont et services d'aide aux migrants. Ces deux documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 7 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces deux documents? Unanimité, le Conseil adopte les deux résolutions. Point 44 de l'ordre du jour. Le document 348, octroi de subventions en matière de communication, demande de soutien de la SBL Liège Gestion Centre-Ville. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 7 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 45 de l'ordre du jour. Le document 349. Octroi de subventions en matière de sport, demande de soutien de la SBL Jumping International de Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Mme Astrid Bastin, à nous en faire connaître les conclusions. C'était simplement pour faire remarquer qu'il n'y avait pas le document qui était joint, donc il n'y avait pas spécialement d'attente. Je crois que M. Donc, voilà. D'autres interventions? Petite précision, on a demandé les comptes, voilà, c'est pas disponible, et qu'il nous fallait les comptes. Il y a quand même une discussion. Il y a quand même un peu de discussion. Si, il y a quand même une discussion. Ouais. Donc, si je peux résumer, madame, il y a eu une question qui demandait les comptes n'ont pas pu être fournis, et on s'est demandé pourquoi. Voilà. Et le directeur a répondu. Et le directeur a répondu. Voilà. D'autres interventions? Non. On me précise également que les comptes ont été envoyés. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 46 de l'ordre du jour, le document 350, prise de connaissance de l'application des dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du 2 juin 1999, portant le règlement général de la comptabilité provinciale, budget provincial 2023. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune question. Votre deuxième commission vous invite dès lors à en prendre connaissance. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Il s'agit ici d'une prise de connaissance. Le Conseil prend connaissance de la dite résolution. Les points 47 et 48 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la troisième commission, à savoir les documents 351 et 352, modification de structure dans l'enseignement provincial secondaire de plein exercice et en alternance au 26 août 2024,
et ouverture de nouvelles formations par les instituts d'enseignement de promotion sociale, année académique 2024-2025. Ces deux documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 5 voix pour et 4 abstentions que votre troisième commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? OK. Qui est pour les conclusions de la troisième commission en ce qui concerne ces deux documents? Unanimité. Le Conseil adopte les deux résolutions. Point 49 de l'ordre du jour. Le document 353. Modification du règlement général des études de l'enseignement secondaire. Ce document a été soumis à l'examen de la troisième commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Marc Magri, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, donc ce lundi 24 juin, votre troisième commission s'est réunie pour délibérer sur les modifications du règlement général des études de l'enseignement secondaire. Un commissaire s'est interrogé sur le contenu réel des modifications apportées au règlement. En effet, le document joint ne mentionne que des changements sur la forme du document, police d'écriture, taille des marges, etc. Il lui a répondu que les modifications sont en fait d'origine décrétale. Elles concernent les règles relatives à l'exclusion d'un élève. L'exclusion est désormais quasi impossible après le 15 mai, sauf cas gravissime. Les modifications tendent à éviter de compromettre l'année de l'élève et lui offrir la possibilité de présenter ses examens, même en cas d'exclusion proche de la fin d'année. Cette modification formalise des bonnes pratiques qui étaient déjà d'application dans nos établissements provinciaux. Votre troisième commission vous propose d'accepter ce document avec 5 voix pour et 3 abstentions. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la troisième commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 50 et 51 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la troisième commission, à savoir les documents 354 et 355, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et les ASBL, le Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné, et Carrefour Centre de loisirs de l'enseignement provincial liégeois. Ces deux documents n'ayant soulevé aucune question, c'est à l'unanimité que votre troisième commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? OK. Qui est pour les conclusions de la troisième commission en ce qui concerne ces deux documents? Unanimité. Le Conseil adopte les deux résolutions. Les points 53 à 55 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la quatrième commission, à savoir les documents 357 à 359, marché public de travaux, EP de Oui, B3 et ruisseau Henri Fontaine. Le document 359 ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, M. Grégory Piron, à nous en faire connaître les conclusions. Tu aurais passé celui-ci. Ah. On me dit qu'il y a un rapport. Vous me dites qu'il n'y a pas de rapport. Y a-t-il eu des questions à cette commission? Oui. Oui, c'était une visualisation 3D. En fait, elle a demandé en fait de voir le plan sur le tableau. Ah, donc une demande de renseignement complémentaire est effectuée par un mandataire pour voir un plan. OK. Eh ben, je suppose que ça a été transmis. On me fait signe que oui. Dès lors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clore la discussion sur ces points et nous pouvons passer au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? OK. Qui est pour les conclusions de la quatrième commission en ce qui concerne ces trois documents? Unanimité, le Conseil adopte les trois résolutions. Point 56 de l'ordre du jour, le document 360, rationalisation immobilière et vente de l'ensemble immobilier, 6 rue Bellevaux, 189,
à 4030. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 2 abstentions que votre 4e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous pouvons passer au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Oh, pardon. Qui est pour? Le groupe Écolo PS MR engagé. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTB. Alors, on me signale, mais je n'ai pas les documents, que le point 52, qu'on me passe maintenant, document 356, dons de mobilier et matériel numérique pour la ASBL, Association pour la promotion de la formation en cours de carrière dans l'enseignement non confessionnel, en abrégé le FCC-ASBL, au profit de la province de Liège, département de l'enseignement et de la formation. Ce document a été soumis à l'examen de la 3e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre 3e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir sur ce point? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 3e commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 56 de l'ordre du jour. Document 360. Rationalisation immobilière, vente de l'ensemble immobilier. Je l'ai fait. 57. Document 361. Don d'une remorque Drowa, d'un conteneur boulangerie Movano et de matériel de cuisine à l'ASBL CPL Promogest, au profit de la province de Liège et plus particulièrement du pôle agriculture et ruralité Espace Warem. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 2 abstentions que votre 4e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 4e commission. Le Conseil adopte la dite résolution à l'unanimité. Les points 58 à 60 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 4e commission, à savoir les documents 362 à 364, octroi de subventions en matière d'agriculture et de développement durable, demande de soutien de l'ASBL, de l'association de fait CETA de Stavelot, des ASBL Vestre, Pêche et Nature et Agra Ost. C'est les documents 362 et 364 ayant soulevé des questions. J'invite le rapporteur, Mme Isabelle Limblay, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Madame, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les conseillers. Donc, la 4e commission s'est tenue dans les locaux du Val-Benoît le lundi 24 juin à 16h30. Le document 23-24-362 concernant le soutien de l'association de fait CETA de Stavelot, donc le centre d'expérimentation technique agricole et forestière, a suscité une question. Une conseillère a posé la question. Elle se demande s'il n'y a pas un système de ramassage plus large et généralisé des pneus usagés d'origine agricole. Le député lui a répondu qu'il y en a eu dans le passé. Avant, il existait une subvention linéaire et annuelle à tous les CETA dans le cadre des comités et contrats de rivière. Il y a une enveloppe pour l'action spécifique des CETA sur demande. Cette action s'inscrit dans ce cadre. Le CETA de Stavelot a demandé dans cette enveloppe action ponctuelle de pouvoir éliminer sur leur territoire tout ce qui reste comme pneus en collaboration avec les communes de Trois-Ponts, avec une répartition de 1/3 pour la commune de Trois-Ponts, 1/3 pour le CETA et 1/3 pour la province. Ce problème date de longtemps. La demande a été introduite il y a 2 ans. Cela tardait à être solutionné car il y a eu des difficultés à mettre les différents intervenants d'accord. Il a été proposé une enveloppe fermée par rapport au pourcentage de pneus à recycler. Le document 23-24-364 concernant
la demande de soutien de l'ASBL AgraHost pour son projet de développement, de prélèvement des échantillons agricoles et de communication des résultats et conseillé en allemand sur les territoires de Oost-Belgium et des zones proches. Une conseillère s'interroge car une enveloppe avait déjà été attribuée précédemment. Le député lui répond, en fait, parmi les préleveurs de laboratoire, il y a des préleveurs par zone et ils sont bilingues ou germanophones. L'objectif est de pérenniser les prélèvements dans cette partie géographique du territoire. Ce n'est plus un agent rémunéré par la province qui effectuera les prélèvements, mais une équipe de AgraHost. Il y aura toujours une personne au sein de l'équipe qui sera disponible pour effectuer les prélèvements. On limite ainsi le risque de ne pas pouvoir répondre à une demande et l'équipe AgraHost s'engage à effectuer un roulement et cela s'inscrit dans la durée. Les membres de l'équipe maîtrisent la langue allemande et en termes de conseils après analyse, les membres peuvent rendre des conseils sur place en allemand. Cela ne rentre pas dans l'accord de coopération avec les germanophones en ce sens que ça dépasse la zone de la communauté germanophone, car ça s'étend au-delà des communes limitrophes, comme la commune de Wem, et même jusqu'à la commune de Stoumont. Le résultat du vote est de 9 voix pour et de 1 abstention. Merci de votre attention. Je vous remercie, Madame la conseillère. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la 4e commission en ce qui concerne ces 3 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 3 résolutions. Je constate que les temps changent et qu'aujourd'hui les bulletins de vote servent autant d'éventail que de documents de vote. Le document 380, rationalisation immobilière, mise en vente de gré à gré des quotités provinciales détenues au sein de l'immeuble Les Carmes, 6 avenue Montesquieu 2 à Gemep-sur-Meuse. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et a soulevé des questions. J'invite donc Monsieur le rapporteur, M. Grégory Piron, à nous en faire connaître les conclusions. Et il vient avec un équipement sportif. Là, on va commencer à rencontrer un problème. Y avait-il des questions à cette commission pour ce point? A priori, il n'y en avait pas, puisque personne ne réagit. D'autres interventions? On essaiera de faire attention au fait de savoir s'il y a question ou pas question à un moment donné. En attendant, je clôt la discussion générale pour ce point. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 4e commission. Unanimité? Non. Le groupe écolo, le groupe PS, le groupe MR et les engagés. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe de notre sportif, le Conseil, adopte la dite résolution. Point 62 de l'ordre du jour, document 381, cession des abords du B3 au profit de la ville de Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Maxime Deget, à nous en faire connaître les conclusions. J'espère qu'il y avait une question. En tout cas, il y aura. Il y avait bien question, Monsieur le Président. C'est bien. Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, votre 4e commission s'est réunie pour examiner le point cité par le Président en ordre du jour. Une commissaire s'interroge sur la pertinence du bail amphithéotique à perpétuité en faveur de la ville de Liège que lui confère cette décision, considérant que dans le sous-sol, il y a des gaines techniques liées aux activités du B3 qui pourraient nous amener à devoir faire des entretiens de ces gaines techniques. Il lui a répondu que l'espace public doit bien revenir dans le domaine de la ville de Liège, mais qu'effectivement des techniques spéciales importantes sont en sous-sol et que le bail amphithéotique va permettre à la ville de Liège de retrouver la surface du sol et la province de garder propriété sur le sous-sol et les gaines techniques et donc intervenir en cas de panne. Votre commission a adopté le point à 9 voix pour et 2 abstentions. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Conseil provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir?
Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 63 à 65 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 4e commission, à savoir les documents 382 à 384, retrait et renonciation de vente de l'immeuble 6 rue de la Province à Serein, de la partie provinciale de la copropriété Saint-Jean et du site Chirou-Kennedy. Le document 384 ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, Mme Daphné Wisley, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, ce lundi 24 juin, votre 4e commission s'est réunie pour délibérer sur les documents 382, 383 et 384. Donc la question posée concerne plus particulièrement le point 384. Une commissaire s'étonne qu'il soit renoncé à la vente du bâtiment des Chirous, alors que l'offre reçue est très intéressante. Il lui est répondu que cela résulte d'une révision du plan de rationalisation des bâtiments du centre-ville. Cette révision induirait qu'une partie des services provinciaux s'installerait dans le dit bâtiment. Une partie de ce bâtiment serait par ailleurs investie par des associations culturelles ou touristiques, en réponse à leur mécontentement de voir la province se défaire d'un tel bâtiment sans s'occuper de son devenir. Il est vrai que l'offre reçue émanant d'une importante société immobilière n'apportait aucune information ni garantie sur l'utilisation prévue du bâtiment. Une partie du bâtiment sera ultérieurement remise en vente, mais avec un cahier des charges reprenant des clauses quant à sa réaffectation. Donc votre 4e commission vous propose d'accepter ce document par 9 voix pour et 2 abstentions. Ok, personnellement, j'avais 8 voix pour et 2 abstentions, mais ce conseil est un petit peu mouvementé, mais ça ne change pas grand-chose pour le moment. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Oui, Rafik. Il n'y avait pas de question. Merci, Monsieur le Président. Chers conseillers, chers membres du Collège, même si le document 384 soumis aujourd'hui donc mélange les travaux de rationalisation immobilière, la réaffectation des agents qui s'ensuit et l'annonce fort attendue de renonciation à la vente du bâtiment Chirou-Kennedy, c'est bien cette dernière décision que le groupe BTB souhaite particulièrement soutenir. Le Collège décide finalement d'occuper une partie des lieux après rénovation. Il ouvre aussi la voie vers une co-construction d'un projet culturel avec une procédure de concours, comme demandé par le groupement Ouillard Chirou. Donc je voulais simplement féliciter ce collectif pour sa mobilisation qui porte ici ses fruits. Et nous pensons que c'est aussi grâce à leur engagement que le bâtiment échappe finalement aux griffes des barons de l'immobilier et c'est une bonne chose. Merci. Je vous remercie, Monsieur le chef de groupe. D'autres interventions, Muriel? Comme sur le même sujet et que je ne vais pas allonger la sauce puisqu'on a un peu chaud, donc je voulais d'abord et avant tout vous exprimer le merci effectivement des citoyens et des citoyennes qui se sont mis en marche pour empêcher cette vente bloquée. Je pense que le compromis est bon, que le futur, en tout cas de la place des Carmes, autour de ce camembert ou ce hamburger qui est composé en partie des Chirous croisés est de bon augure pour la suite. Le bouquin, la brasserie qui est en bas vient de rouvrir. Je pense que le centre culturel est pérennisé dans son endroit. Je pense que c'est très important. Je voulais vous dire à quel point, aujourd'hui en tout cas, je suis fier de faire partie de cette assemblée. Merci. Merci, Madame la conseillère. Bien, est-ce que nous pouvons procéder au vote? Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Séparé? 382, qui est pour les conclusions de la 4e commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Le 383, qui est pour les conclusions de la 4e commission? Le groupe MR, le groupe PS, le groupe Écolo, unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Et enfin, le document 384, qui est pour les conclusions de la 4e commission? Le groupe PTB, Écolo, PS, MR, qui est contre,
Qui s'abstient? Le groupe des engagés, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 66 à 70 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 4e commission, à savoir les documents 385 à 389, marché public de travaux, divers établissements provinciaux, EP2WI, IPS2 SBI, HEPL, site Parc des Marais et Internat de Verviers. Ces 5 documents, n'ayant soulevé aucune question, c'est par 9 voix pour et 2 abstentions que votre 4e commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? OK. Qui est pour les conclusions de la 4e commission en ce qui concerne ces 5 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 5 résolutions. Les points 71 à 75 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 4e commission, à savoir les documents 390 à 394, marché public de travaux, hangar Kurtz, gîte de Vieux-Ville, site Saint-Laurent et nouveau bâtiment Parc des Marais. Ces 5 documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 9 voix pour et 2 abstentions que votre 4e commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Oui. Qui est pour les conclusions de la 4e commission en ce qui concerne ces 5 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 5 résolutions. Point 76 de l'ordre du jour, le document 365. Emprunt de couverture des dépenses extraordinaires de 2024, 3e série. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR et les engagés. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 77 de l'ordre du jour. Le document 366. Culte, budget 2025 de la fabrique d'église orthodoxe grecque Sainte-Barbe, rue du Potet, 5 à 4000 Liège, avis favorable. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Le groupe PS, le groupe Écolo, le groupe MR, le groupe des engagés. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTB, le Conseil adopte la dite résolution. Point 78 de l'ordre du jour. Le document 367. Avis sur le projet de budget 2025 de l'établissement de l'assistance morale et du Conseil central laïque de la province de Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Le groupe Écolo, PS, MR est engagé. Qui est contre et qui s'abstient? Le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 79 et 80 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 5e commission, à savoir les documents 368 et 395, octroi de subventions en matière de tourisme, répartition des subsides provinciaux d'équipements touristiques pour l'exercice 2024 et demande de soutien des ASBL, commission de gestion du parc naturel Haute-Fagne et Eiffel, commission de gestion du parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne et commission de gestion du parc naturel des Sources. Ces 2 documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 9 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de non? D'abord, pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Oui. Qui est pour les conclusions de la 5e commission en ce qui concerne ces 2 documents? Unanimité. Le Conseil adopte les 2
résolutions. Les points 81 et 82 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 5e commission, à savoir les documents 396 et 397, marché public de fourniture, Saint-Laurent et Hangar Kurs. Ces deux documents, n'ayant soulevé aucune question, c'est par 9 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Oui. Qui est pour les conclusions de la 5e commission en ce qui concerne ces deux documents? Le Conseil adopte les deux résolutions à l'unanimité. Point 83 de l'ordre du jour. Approbation du procès-verbal de la séance du 6 juin 2024. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour. La prochaine séance ordinaire du Conseil provincial aura lieu le lundi 23 septembre à 16h30. Je vous souhaite à toutes et à tous d'ores et déjà d'excellentes vacances, mais avant, nous allons faire un dernier devoir avec une séance